Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Pour cet été, le podcast Hérétique s'offre un répit et propose, sans prétendre à l'originalité, des séries d'été. C'est l'occasion de nous retourner sur une vingtaine d'émissions enregistrées en 2 ans. Leur enchaînement, mois après mois, peut paraître hétéroclite, foisonnant, insaisissable, désordonné. Voici donc quelques tentatives de nouer ces fils épars autour de quelques thématiques, de tirer de cette profusion de quelques lignes directrices. Il ne s'agit pas d'imposer une cohérence factice, ni de révéler un ordre caché, mais de proposer une interprétation, la nôtre, à des auditeurs et des invités qui ont également les leurs, et peut-être meilleurs, de notre propre travail. Nos modestes moyens ne nous permettent pas de faire plus qu'une présentation de quelques minutes, renvoyant à chaque fois aux différentes émissions en question, qui prennent alors un sens particulier sans, évidemment, s'y réduire. On retrouvera bien entendu tous les podcasts mentionnés sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur notre site hérétique avec un s.fr où une page est consacrée aux thèmes développés ici, thèmes renvoyant à celles des émissions en question. Pour ce mois de juillet, nous proposons le thème d'actualité de l'extrême droite, bien moins simple qu'il n'y paraît. Série d'été, l'extrême droite dans nos murs. Cela fait longtemps que le terme d'extrême droite n'est plus une catégorie politique, mais un simple anathème. Comme tant d'autres mots importants, il serait essentiel de lui redonner un sens. Une première approche permet de dégager quelques critères simples. Refus fondamental du principe démocratique, oppression des femmes, obsession d'un bouc émissaire, nostalgie d'un passé mythifié et volonté d'expansion. Il est facile d'illustrer chacun de ces points, et il s'en dégage 2 conséquences immédiates. La première est que les partis français dits d'extrême droite, le Rassemblement national en premier lieu, n'en sont nullement. Si leur passé peut les y ancrer, comme le passé de la gauche en fait l'héritière des plus importantes et meurtriers totalitarismes, leur actualité depuis 3 décennies les décrit comme une droite nationaliste, capitaliste et démagogique, comparable à celle des années 1970-1980. La seconde conséquence de ce distinguo est le plus important, il fait de la religion musulmane rigoureusement pratiquée une authentique extrême droite, religieuse qui plus est. Sa mentalité extraordinairement archaïque, son prosélytisme compulsif et sa violence assumée sont des traits que nous avions cru disparus depuis 1945, sinon depuis des siècles, et qui nous plongent dans la sidération, l'incrédulité ou le déni pur et simple. On s'en convaincra facilement à l'écoute de notre invitée, Sonia Zadig, auteure de Soumise, dans l'émission L'individu en Islam et en Occident, diffusée en avril 2023. Cette psychologue clinicienne narre le parcours douloureux qui l'a amené à quitter l'islam, où l'individu n'existe littéralement pas. Le dogme mahométan ne laisse aucune place au sujet pensant. La personne n'existe qu'en tant que membre de la famille, du clan, de la communauté, de la Oumma, et à une place fixe. En finir avec l'individualité, son imprévisibilité, sa créativité, sa liberté face au déterminisme naturel ou divin est une constante de l'extrême droite. Je crois que même si j'étais rebelle, je crois que la soumission s'était incorporée en moi le jour où, devant des convives qui m'avaient demandé, posé la question, toi qui es si brillante à l'école, alors qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir médecin, ingénieur, politique, Premier ministre, pourquoi pas? Parce que c'était possible sous Bourguiba, on y reviendra. Et que j'avais répondu, non, je veux danser. Je veux la danse du ventre, parce que je dansais énormément, j'adorais la danse, et je crois, d'après les témoignages de certains, que je dansais très bien. Et j'ai reçu une gifle ce jour-là, qui m'avait clouée à jamais, je peux le dire, qui m'avait clouée à jamais, et qui peut-être ce jour-là, en tout cas moi, c'est dans mon roman familial, c'est comme ça que je l'interprète, a fait rentrer la soumission qui est avant tout corporelle en moi. Alors, ce père
qui était un homme quand même, qui avait fait des études, qui était éclairé, qui était perspectiviste, qui était d'extrême gauche, qui luttait contre Bourguiba, qui lui-même a fait de la prison, etc., qui était féministe à l'extérieur, où il y avait des femmes qui venaient à la maison. Enfin, il y avait, voilà, moi j'ai vraiment grandi dans quelque chose d'occidentalisé. Mes parents dansaient le twist, allaient en boîte, il y avait de l'alcool, etc. Et par contre, dans l'intime, se jouait une autre culture, une culture extrêmement violente. Moi, je l'appelais l'ogre parce que tout le monde en avait peur. Et avec moi, il était particulièrement dur. C'est une réalité similaire que décrit le militant Naëm Bestanji, auteur du Linceul du féminisme, dans l'émission Voile, féminisme et islam de novembre 2022. Un univers clos, entièrement dicté par la vérité révélée, par le livre sacré où les femmes doivent se dissimuler, où la féminité est une infériorité, où le féminisme est tout simplement inconcevable. L'oppression des femmes est, en islam, sans commune mesure avec ce qu'elle a pu être en Occident, y compris dans tous ces régimes modernes de type totalitaire, ou même au Moyen-Âge, qui reste un âge d'or pour le monde musulman. C'est qu'effectivement, le voile ne concerne pas la laïcité. Le voile concerne d'abord et avant tout l'inégalité des sexes. Comme je l'ai dit, le voile a été créé avant les religions monothéistes. Et dans l'intégralité du discours, pas 80% ou 90%, 100% des discours islamistes sont sexistes et patriarcaux. Il n'y a absolument rien, il n'y a jamais eu le moindre argument spirituel pour justifier le port du voile. Ça n'existe pas. Parce que le voile n'a pas été créé pour ça. Alors après, c'est vrai, comme je le dis dans le livre, parfois, au milieu de leur discours sexiste et patriarcal, vient comme un cheveu sur la soupe en disant oui, mais ma sœur, si tu es spirituelle pour être plus proche de Dieu, alors porte le voile. Mais avant ça et après ça, il n'explique pas en quoi le voile serait spirituel. Encore une fois, parce que ce n'est pas sa fonction. Donc tout tourne autour du sexe. Par contre, c'est vrai que en Europe, en Occident en général, ils vont envelopper ça du religieux pour dire liberté religieuse. Parce que les islamistes, en choisissant cet outil politique, qui est leur cheval de Troie politique, ils veulent tout faire pour aller sur le terrain de la laïcité et de la liberté religieuse, parce qu'ils savent qu'ils sont gagnants, et ça marche. L'écrivain Boualem Sansal, quant à lui, notamment auteur de 2084, développe très bien cette nostalgie mythifiée, liée à la volonté d'expansion de l'islam historique dans l'entretien Islamisme, immigration et impérialisme de février dernier. Ce projet de domination mondiale vise à restaurer la prophétie initiale de Mahomet contenue dans le Coran. Mais il se heurte à la semi-occidentalisation des sociétés arabo-musulmanes, l'échec de leur décolonisation et leur profond dysfonctionnement interne. L'émigration paraît alors une porte de sortie, mais qui ne fait qu'approfondir le problème. En se plaçant dans une situation de colonisé volontaire, celui qui rallie le pays de l'ex-colonisateur y introduit, bien souvent, ce qu'il y fuit, cette mentalité d'extrême droite religieuse routinière au sein de sociétés européennes largement sécularisées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères musulmans? D'abord, c'est né en Égypte. C'est né en Égypte, et là, à une certaine époque, ça a vraiment très bien pris. Créé en décembre, je crois, 1928, 6 mois après, ils étaient en Égypte déjà 3 millions, et 6 millions dans le monde. Pourquoi? Parce que ils ont ajouté à la prédication ce que le communisme international a produit, c'est l'agite-propre. Et plutôt que de convertir les gens, on va faire du social avec eux. Et ils ont développé donc un savoir-faire extraordinaire. On écoutera à ce propos le podcast de février 2023. Une société multiculturelle est-elle viable? Où Céline Pina, auteure de Silence coupable, s'interroge sur la possibilité de ce modèle tant vanté. Sa réponse est, si l'on peut dire, aussi claire que sombre. En l'absence de désir d'assimilation à la société d'accueil, tout tend à montrer que le multiculturalisme ne peut qu'être une phase transitoire vers la domination d'une communauté sur une autre. Les divers exemples de réapparition du statut de dhimmi,
Citoyens de seconde zone dans les zones contrôlées par l'islam en France, comme ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Et que cette capacité de création, il va l'exprimer en créant des sociétés politiques. Et en dépassant justement ces identités primaires que peuvent être le sexe, l'origine, la croyance religieuse, pour se demander ce qui est de l'ordre de l'intérêt général et ce qui est de l'ordre du commun dans un groupe humain. Et de ce commun va naître finalement ce qu'on appelle la société civile, en fait une distinction entre ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public, alors que les sociétés de l'autre côté de la Méditerranée sont en général complètement unifiées. Il n'y a pas de distinction entre le public et le privé. Tout cela ne posait pas de gros problèmes quand vous arriviez, même si vous veniez de loin, dans une société qui, d'une part, était sûre de ses valeurs et savait les transmettre, notamment via l'école et via des activités culturelles. Le seul problème, c'est que nos sociétés ont petit à petit perdu pied, ont perdu la conscience de leurs trésors et de leurs richesses et n'ont pas su proposer finalement un contrat d'intégration à des gens qui arrivaient et qui, face à ce vide, sont retournés assez naturellement vers des modèles qui étaient leurs modèles d'origine. Tel est également le triste constat que dresse l'historien Georges Bensoussan, auteur de Un exil français, un historien devant la justice. Dans l'entretien écrit qu'il nous avait accordé en juillet dernier, l'antiracisme dévoyé est une arme de classe. Victime d'un djihad judiciaire pour avoir dénoncé l'antisémitisme d'origine musulmane, il nous explique les origines millénaires de cette fascination de l'islam pour la figure du juif et décrit parfaitement les automatismes pogromistes qui se réactivent ici depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. L'apparition d'une telle haine sur des terres européennes que l'on croyait immunisées devrait faire l'objet d'une condamnation unanime. C'est le contraire qui advient, puisque c'est celui qui s'y risque qui se fera accuser de racisme. Nous voilà au cœur d'une situation délirante qui interroge profondément. Car l'islam que l'on décrit, nos invités, est une extrême droite authentique. Sa vérité fondamentale est divine et ne peut que congédier le principe démocratique. Les femmes ne peuvent y avoir qu'un statut d'inférieur ontologique. La figure du juif, complotiste et omnipotent, est une obsession permettant à la communauté d'exorciser ses démons. Son objectif final reste la restauration impériale d'une domination mondiale d'Allah. Cette extrême droite, la seule aujourd'hui qui soit aussi radicale, aussi populaire, aussi croissante, aussi puissante, ne rencontre en même temps qu'indulgence irréelle. C'est cette énigme qui est au fondement de l'invitation du psychanalyste Daniel Sibony, auteur de Islam, phobie, culpabilité, de juin 2023, et qui a donné l'émission intitulée L'Occident et sa culpabilité narcissique. Face à la monstruosité du projet islamique contemporain, l'individu occidental ne le dénoncera pas. Ce serait admettre qu'il n'est plus le seul à régner sur le monde. Il l'excusera comme étant le fruit de ses propres méfaits passés, présents ou à venir. L'islamiste ordinaire ne pourra ainsi qu'être un nécessiteux, un oppressé, un racisé, éternelle victime d'une puissance occidentale toujours intacte et toute puissante, en réalité narcissique et autocentrée, qui refuse de voir son propre déclin. Cette fausse bonté d'âme bien pensante est évidemment interprétée par les djihadistes civils ou guerriers comme un signe supplémentaire de l'excellence du dogme mahométan, dont l'échec est systématiquement expliqué par les complots omniprésents qui le cernent. C'est ainsi que, protégé par la repentance, la culpabilité et la contrition occidentale, le projet de l'extrême droite musulmane avance, créateur de chaos plus que de piété, accusant quiconque le contrarie d'islamophobie, cette condamnation à mort qui n'attend que ses exécuteurs. La culpabilité narcissique, c'est ce phénomène qu'on observe dans cette situation qui est que la plupart sont conscients qu'il y a un problème avec l'islam, que l'islam a un problème, que la société a un problème et que tout ça tient au fait que
l'islam comporte un noyau irréductible et fondateur, qui est un point d'hostilité aux autres. Parce que si on retire cette hostilité aux autres, ça revient à ce que le discours musulman soit complètement inclus dans le discours juif et chrétien. Vous comprenez, comme il a arraché ses contenus aux autres, il faut qu'il les insulte. Vous comprenez, si vous entrez dans un appartement et que vous dévalisez tous les objets précieux et que vous partez, la seule façon de ne pas être un voleur, c'est d'engueuler les types qui étaient dans l'appartement et de leur dire que c'était pas à eux d'avoir de tels objets précieux, que c'est vous qui allez les valoriser. Et donc, tout le monde sait qu'il y a un problème, et là, il y a une attitude qui s'est dessinée puis prononcée, c'est justement d'abord de prendre sur soi, surtout d'instaurer le silence. On n'en parle pas. Sauf qu'on n'en parle pas. Dans une famille, ça peut rendre des gens complètement dingues. Mais on n'en parle pas, ça veut dire que l'information, elle, continue à se dérouler sur le fait qu'il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? L'information continue à se dérouler sur le fait que l'islam, c'est la paix et qu'il n'y a aucune hostilité envers les autres. La preuve vivante, c'est que les musulmans qui nous entourent n'expriment pas d'hostilité. Sauf quelques-uns qu'on a élaborés comme des fous, c'est-à-dire des psychopathes qui sont sortis de la religion alors qu'ils en expriment les points d'acuité. Mais ces fous-là, on va dire que s'ils sont fous, ce n'est pas à cause de l'islam, mais c'est à cause de l'Occident. C'est ça, c'est le cœur de la culpabilité. Vous déployez des ailes pour couvrir le problème et vous l'appropriez. Vous en expulsez les autres. Si c'est de votre faute, les autres n'ont pas à en parler même. Donc, en l'occurrence, pour revenir à la situation, vous exonérez les musulmans d'avoir la moindre explication à chercher ou à donner. Vous vous dites qu'on ne va pas les mettre en posture d'accusés, alors que ce n'est pas être accusé que de s'affronter à un problème réel. Donc, vous confisquez aux musulmans leurs problèmes, vous confisquez aux autres, c'est-à-dire aux tout venants, et à vous et moi, le droit même de parler de ce problème. Donc vous instaurez le silence et vous apparaissez comme ayant une posture éthique supérieure. Alors d'où vient que quand on prend sur soi un problème, c'est-à-dire qu'on le confisque aux autres qui le vivent de tous côtés, d'où vient que ça paraît être une posture éthique? En Europe, l'extrême droite musulmane n'est pas aux portes du pouvoir. Elle est dans nos murs, infiltre territoire et institutions, s'étend et se radicalise, intimide, chasse, terrorise, torture et tue avec la complicité de tous ceux qu'elle fascine, prospérant sur la dévastation et l'anomie qu'elle provoque. Elle se pose de fait en modèle pour tous les autres totalitarismes et se met déjà à inspirer une extrême droite catholique. Mais ce sont surtout les courants d'héritage marxiste-léniniste qui n'hésitent plus à s'allier avec l'islam et à faire passer tous ceux qui les dénoncent par un retournement logique stupéfiant pour une figure du mal absolu. Ce sont les acteurs de cette mystification qui seront l'objet de notre prochaine série d'été. Vous venez d'entendre série d'été, l'extrême droite dans nos murs. Rendez-vous dans 1 mois pour la prochaine rétrospective d'été. Vous pouvez retrouver les podcasts évoqués lors de cette rétrospective sur notre site hérétique.fr.